Mesdames, Messieurs, bonjour. Il est 12 heures à Dakar et partout au Sénégal. Midi GMT, bienvenue dans le grand journal de la RFM. Au sommaire de cette édition, 109 pêcheurs sénégalais et leurs pirogues arrêtés et arraisonnés par la marine bissau-guinéenne qui réclame 1 million de francs par pirogue pour les libérer. Pêcheurs disparus à Mbour, les recherches qui devaient reprendre aujourd'hui renvoyées à demain, faute de moyens. L'actualité toujours dominée par l'affaire du chavirement de la pirogue au large de l'île de la Madeleine. 2 enquêtes ouvertes, mais beaucoup de zones d'ombre. On annonce des mesures conservatoires. Au titre des réactions, le responsable de l'embarcadère de Ngor nous dira que le drame pouvait être évité. Il parle de négligence. À présent, le sommaire du journal des sports avec vous, Youssouf Bodian. Bonjour. Bonjour Souleymane. Nous allons parler de football. Second tour des éliminatoires du CHAN 2020. Le Syrie local de la Guinée arrive à Dakar demain jeudi pour affronter le Sénégal samedi. Nous prendrons des nouvelles de Conakry, la Ligue des champions européenne. Suite de la première journée, Paris Saint-Germain, Real Madrid, Atlético Madrid, Juventus de Turin, entre autres attractions. Vous entendrez également la ministre des Sports de la France qui a démarré ce matin sa visite par Dakar-Sacré-Cœur. Rendez-vous dans un instant pour le développement de ces titres. Maintenant, les titres de l'actualité internationale avec vous, Anna Rocha. Bonjour. Bonjour Souleymane, bonjour à tous. La Mauritanie, le retour politique d'Ould Abdelaziz pourrait déstabiliser le pays selon l'ancien Premier ministre mauritanien. Le chef du parti Adil plaide pour l'ouverture de la scène politique. Pierre Nkurunziza, accusé de violation des droits de l'homme, c'est la principale conclusion de la commission chargée d'enquêter sur les abus commis au Burundi. Et puis cette nouvelle fusillade à Toronto, la deuxième en 48 heures en pleine campagne électorale pour les élections fédérales. Bilan, 1 mort et 1 blessé. Et puis, comme tous les jours, point de vue, nous parlerons avec nos 2 experts des mécanismes de financement public et particulièrement du faible taux de remboursement chez les bénéficiaires du FES, de la DER et de l'ANPEJ. Souleymane Niang. 9 pirogues sénégalaises et 109 pêcheurs originaires de Joal entre les mains de la marine bissau-guinéenne. Ils sont accusés de défaut de licence et d'usage de filets monofilaments. Les autorités guinéennes demandent au moins une amende d'1 million par pirogue. Les pêcheurs de Joal sont dans le désarroi au moment où, pour faute de moyens, ils n'ont pas repris les recherches des 4 pêcheurs portés disparus. Abdourahmane Diallo. C'était 11 pirogues qui avaient embarqué au quai de pêche de Joal. Mais ce sont les 9 qui ont été arrêtés dans les eaux bissau-guinéennes. Au total, ils sont 109 pêcheurs. Ils sont accusés de défaut de licence et d'usage de filets en monofilament. Ces pirogues sont arraisonnées. Les autorités guinéennes demandent au minimum une amende d'1 million par pirogue. Les 2 autres pirogues ont réussi à prendre la fuite. D'ailleurs, l'une d'elles est arrivée à Joal ce matin, avec à son bord 5 pêcheurs. L'autre pirogue, avec 19 pêcheurs, est toujours en mer. Informée de la situation, les autorités sénégalaises sont entrées en contact avec leur homologue guinéen afin de trouver une solution. Cet arraisonnement des 9 pirogues des pêcheurs de Joal arrive au moment où une autre pirogue est retrouvée en mer sans les pêcheurs qui étaient à bord. Les 4 pêcheurs sont toujours introuvables. Les recherches qui devraient reprendre aujourd'hui sont prévues pour demain, faute de moyens. RFM Bourg, Abdourahmane Diallo. Et puis ces interrogations sur le chavirement de la pirogue aux îles de la Madeleine, les autorités veulent y voir plus clair. 2 enquêtes sont ouvertes, mais beaucoup de zones d'ombre demeurent et les responsabilités ne sont pas situées, pour l'heure en tout cas, et des rencontres sont organisées par certains services de l'État sur la question et elles pourraient conduire à la prise de mesures conservatoires. Georges Détié-Diop. C'est une lapalisse. Au ministère de l'Environnement, l'on est préoccupé par l'affaire du chavirement de la pirogue aux îles de la Madeleine. Un naufrage qui a fait 4 morts, dont 2 gardes forestiers, des agents sous la tutelle du dit ministère. Mais si les services d'Abdou Karim Sall ont toujours à l'esprit cet accident, c'est surtout parce que c'est le parc des îles de la Madeleine qui a convoyé la quarantaine de jeunes sur l'île pour une excursion qui, au final, a été tragique. Les agents forestiers ont fait fi des conditions météorologiques hostiles à un voyage en mer. Mais le plus hallucinant, l'état de l'embarcation a été toujours décrié. Certaines personnes avaient d'ailleurs alerté sur les réseaux sociaux. Alors, des mesures conservatoires vont-elles être prises? Les dessertes vont-elles être suspendues?
suspendu le temps de l'hivernage, au ministère de l'Environnement, une réunion se tient depuis ce matin. Réunion de crise, ça en a tout l'air et des décisions sont attendues. Mais déjà, 2 enquêtes sont ouvertes pour déterminer les circonstances de l'accident. Une enquête judiciaire confiée à la section environnement de la Légion Ouest de la Gendarmerie nationale et une enquête administrative qui sera pilotée par l'ANAM, l'Agence nationale des affaires maritimes. Ces 2 enquêtes vont permettre de situer les responsabilités. Georges Déthié-Diop, le drame sur l'île de la Madeleine pouvait être évité et au vu des nuages et du mauvais temps qu'il faisait. À l'embarcadère de l'île de Ngor, l'on parle de négligence. Selon les responsables, à leur niveau, tous les navires étaient stationnés parce que c'était trop risqué d'embarquer. Voici Ibrahim Asek, le responsable à l'embarcadère de l'île de Ngor, au micro de Koumba Sandiane Faye. C'était comme celui qu'on a, qui fait le transport du matériel, des bagages. Donc déjà, ça, c'est pas conçu. Non. Déjà, c'est pas conçu. Là, le bateau qu'ils utilisaient, c'est pas un bateau qui est conçu pour la traversée. Nous, c'est un bateau qu'on a le même sur la traversée de Ngor ici, mais c'est pour amener le matériel. Et même quand on met le matériel dessus, on ne met pas le personnel dedans. Le matériel, on le met dedans et le personnel est dans les pirogues. Mais quand on regarde un nuage se lever, si on connaît vraiment la mer, on doit voir s'il y a beaucoup de vent ou pas. Donc comme on doit savoir qu'il y a beaucoup de vent ou pas, en fonction de ça, on sait si on doit partir et tout. Nous déjà, quand on a vu la tempête se lever, on a arrêté tous les transports en attendant que la tempête s'arrête. Quand la tempête s'est arrêtée, les pirogues qui prennent 60 personnes, on a diminué la charge à 40 personnes. Donc c'est comme ça qu'on était. Mais on ne peut pas braver la mer comme ça avec des risques, surtout quand on a des gosses, qu'on a de grandes personnes. Ça, c'est un risque qu'il ne fallait pas prendre. Ça gagne négligence. Toujours au chapitre des mesures de sécurité en mer, le port du gilet de sauvetage peut être déterminant dans le sort des personnes lors d'un chavirement ou d'une embarcation. La preuve, à Mboro-sur-Mer, dans le département de Tivaouane, le nombre d'accidents mortels a nettement baissé chez les pêcheurs. C'est que dans cette localité, le port du gilet est de rigueur, à quelques exceptions près. Correspondance, cher Anta Diop. Mboro-sur-Mer, les pêcheurs sont très en avance sur le port de gilet de sauvetage. Nous les avons trouvés sur le littoral en train de jouer. D'autres s'adonnent à la nage. Djibinger, ce pêcheur, estime que dans toutes les zones de pêche, Mboro est la localité qui respecte le plus l'application des mesures de sécurité en mer. Parce que nous, pêcheurs de Mboro-sur-Mer, nous nous sommes entendus sur plusieurs points. Tout pêcheur, avant d'embarquer, doit porter son gilet de sauvetage. Cette loi imposée nous a permis d'éviter les nombreux accidents. Ousseynou Fall, quant à lui, appelle les pêcheurs à plus de prudence et à prendre les dispositions nécessaires pour éviter les nombreux accidents en mer. Je ne te le cache pas, il y a certains d'entre nous qui sont têtus. Je les exhorte à porter ces gilets de sauvetage. De quoi mener une campagne de sensibilisation pour mieux informer les pêcheurs sur l'importance du port de gilet de sauvetage. RFM Thiès, Cheikh Anta Diop. À 12h09, restons dans le domaine de la pêche et de la sécurité en mer pour évoquer le démarrage le 15 octobre prochain de la vente des pirogues en fibre de verre qui vont remplacer à terme les pirogues en bois. Ces embarcations sont jugées plus sûres et plus économiques que les pirogues traditionnelles. La Société des infrastructures de réparation navale chargée de la commercialisation, la CIRN, donc, explique que seuls les pêcheurs disposant d'une licence pourront acheter les pirogues en fibre de verre. Il faut savoir que ces matériels sont destinés aussi bien à la pêche qu'au transport. Le directeur général de la CIRN, Samba Ndiaye, s'en explique. Il était l'invité de RFM Matin aujourd'hui. Depuis quelques années, nous avons entamé des études pour remplacer les pirogues en bois par des pirogues en fibre de verre. De ce point de vue, des avancées significatives ont été obtenues. Vous pouvez le constater, au moment où je vous parle, il y a une usine qui a été construite par CFAO qui est en train de produire des pirogues en fibre de verre de diverses dimensions. Mais ces pirogues sont destinées à la pêche et au transport. En ce qui concerne la pêche, je voudrais rassurer nos partenaires pêcheurs que nous allons démarrer la commercialisation au plus tard
part le 15 octobre prochain au niveau de la CIRN, mais bien entendu avec des conditionnalités. Il ne suffit pas d'être un homme d'affaires pour venir acheter toutes les pirogues. Il faut être pêcheur, être donc pourvu d'un permis de pêche et ensuite disposer ou rendre une pirogue en bois immatriculée. Et cette pirogue-là permettra aux pêcheurs de bénéficier d'une réduction. Le 15 novembre au plus tard, nous comptons vulgariser le transport fluvio-maritime par des pirogues en fibre de verre. Mais au moment où je vous parle, si vous vous rendez à Ngor, vous verrez que nous avons déjà commencé les tests depuis le 2 septembre avec une embarcation en fibre de verre de 22 places qui emploie 4 personnes et qui chaque jour fait la navette entre Ngor et Île de Ngor. Donc l'État n'a jamais baissé les bras par rapport à cette problématique. L'État a toujours soutenu le secteur de la pêche en subventionnant les gilets de sauvetage qui coûtent 2500 francs. Le président de la République a subventionné les moteurs à hauteur de 1 million de francs pour chaque moteur acheté. Aujourd'hui, c'est la subvention des pêcheurs pour l'acquisition des pirogues en fibre de verre que nous allons démarrer incessamment. Donc c'est dire que par rapport à cette situation dramatique, des solutions sont en train d'être trouvées. Ngor, justement, entre les pirogues traditionnelles et les bateaux en fibre de verre, du côté des clients, à chacun sa préférence pour la traversée de l'île, mais le confort et la sécurité sont entre autres raisons évoquées pour le choix des bateaux en fibre de verre. Ils sont une dizaine à la plage de l'île de Ngor que nous avons rencontré dans ce reportage de Koumba Sandiane Faye. Nous sommes à l'embarcadère de l'île de Ngor. Sur les eaux, l'on aperçoit une vingtaine de navires, parmi eux près de 10 bateaux de fibre en verre. Matarsek Dibili nous guide. C'est un problème de choix. Certains clients préfèrent la pirogue traditionnelle. Il y a d'autres clients aussi qui préfèrent traverser avec les bateaux en fibre de verre. Pour la plupart de ces bateaux de fibre en verre, le regroupement des pêcheurs de cette île a été le concepteur et le fabricateur. Techniquement, ces bateaux résistent plus à tout danger en mer. Bon, la différence, c'est parce que les bateaux, c'est des prototypes quand même qui sont mis en route il n'y a pas longtemps. Ça date de peut-être de 10 ans, et ainsi de suite. Les clients, pour la traversée de l'île, leur préférence est partagée. Peut-être la première fois, je vais prendre la pirogue traditionnelle. Le confort et la sécurité poussent Fatou Kiné à vouloir naviguer à bord d'un bateau de fibre en verre. Le port du gilet de sauvetage est obligatoire. Le gilet est obligatoire parce que ça, on ne badine pas avec ça. En cas de refus, le client, on est même prêt à lui rembourser son ticket et qu'il retourne quand il va. Pourquoi je l'ai choisi? C'est parce qu'il est trop confortable. La sécurité aussi, oui, la sécurité. Même si elle doit débourser 2000 francs CFA, contrairement à ceux qui empruntent la pirogue traditionnelle au prix de 1000 francs, de son avis, le GPS du bateau peut rapidement permettre la localisation de celui-ci en cas de chavirement, si l'on sait que tout peut arriver et à n'importe quel moment. RFM, fréquente modulation 94.0, la radio en puissance. RFM Midi. Le reste de l'actualité nationale avec l'ouverture ce matin du 5e forum des caisses des dépôts et consignations, une occasion pour le Sénégal qui accueille les CDC du monde pour vulgariser son modèle, ses actions ou encore ses investissements. La CDC du Sénégal se veut le premier investisseur et bâtisseur d'une économie solide. Compte rendu de ce 5e forum mondial, Nafissa Toussila. Mieux faire connaître les caisses de dépôt et de consignation, c'est l'objectif de beaucoup de pays venus assister à ce 5e forum des caisses de dépôt et de consignation. Pour le Sénégal, cette vulgarisation des actions est capitale. Cheikh Ahmed Tidiane, président de la caisse de dépôt et de consignation du Sénégal. C'est un modèle porteur important dans le dispositif et dans le développement. Air Sénégal appartient exclusivement à la caisse de dépôt et de consignation. C'est important de le savoir. La caisse de dépôt contribue pour 9,4% au capital de la CNI. C'est important. C'est la caisse de dépôt qui a quasiment financé, en tout cas en contribuant dans le capital, du fonds d'investissement qui a investi à Bokhol pour l'énergie photovoltaïque. C'est important de le savoir. Donc nous contribuons beaucoup dans le développement de ces pays et nous avons l'ambition d'être le premier investisseur. Pour le Burkina Faso, le modèle de caisse de dépôt et de consignation est un peu méconnu dans l'espace UEMOA. Paul Kabakeba, le directeur général de la caisse de dépôt et de consignation burkinabé. Le modèle de caisse de dépôt et de consignation peut être un instrument de financement de développement de nos économies. Tous les pays de l'Union économique et monétaire ouest-africaine pensons que le modèle de caisse de dépôt peut être un instrument supplémentaire pour financer le développement. Parce que la caisse de dépôt, le modèle repose d'abord sur la canalisation, la mobilisation de l'épargne populaire, la canalisation,
la mobilisation de l'épargne à long terme pour financer des missions d'intérêt général. Ce forum est aussi l'occasion de plancher sur des perspectives à long terme. Nous allons parler par exemple des fonds en déshérence, des fonds sans propriétaire que les caisses veulent collecter. C'est important, de l'épargne de la diaspora au Sénégal. Nous avons besoin de canaliser ces flux d'argent pour essayer d'investir. Ce 5e forum des caisses de dépôt et de consignation permet aussi de trouver des mécanismes dans le but de formaliser les CDC et d'en faire une organisation puissante. RFM. L'actualité internationale. Rebonjour Anna Rocha. Rebonjour Souleymane. D'abord la Mauritanie où un ancien Premier ministre met en garde Ould Abdelaziz. Il s'agit de Yahya Ahmed, chef du parti Adil, une mise en garde contre un éventuel retour de l'ex-président aux affaires qui avait sous-entendu cette possibilité. Une déclaration faite au cours d'une interview avec le site d'information mauritanien Al-Akhbar. On l'écoute. Nous pensons qu'un ancien président, quand il sort, doit sortir de la scène politique. L'expérience a montré que chaque fois qu'un ancien président revient dans la scène politique, ça déstabilise le pays. Chez nous, nous avons des exemples. Mustafa Al-Msalik, quand il a voulu faire de la politique, ça a déstabilisé, il a été emprisonné. Haïdala, en se présentant aux élections 2003, vous connaissez ce qui s'est passé. Vous connaissez ce qui s'est passé entre Aïdio et Biya. Vous connaissez ce qui se passe aujourd'hui dans plusieurs pays. Donc, notre compréhension, nous, pour la stabilité de ce pays, un ancien président de la République ne doit pas s'impliquer dans la vie politique. C'est dans son intérêt, lui, mais c'est aussi dans l'intérêt du pays. Au Nigeria, la police a arrêté 2 suspects en relation avec des meurtres en série au sud du pays. Selon BBC Afrique, au moins 8 femmes ont été retrouvées étranglées de la même manière dans différentes chambres d'hôtel depuis le mois de juillet. Une campagne circule sur les réseaux sociaux pour exiger que les autorités fassent davantage pour arrêter les criminels avec les hashtags Protect Women et Protect Girls. Au Burundi, le président est accusé de violation des droits de l'homme. C'est la principale conclusion de la commission chargée d'enquêter sur les abus commis au Burundi. Le président Pierre Nkurunziza est personnellement responsable de violations graves, dit la commission. Elle a présenté son rapport final devant le Conseil international des droits de l'homme à Genève. Plus de détails avec Daoud Diouf. C'est devant le Conseil international des droits de l'homme à Genève que les enquêteurs ont déclaré que des membres de l'opposition, leurs familles et des personnes qui n'ont pas coopéré avec le parti au pouvoir burundais avant les élections ont été tués, enlevés ou torturés. Des femmes et des filles ont été victimes de violences sexuelles par des membres de l'aile des jeunes du parti du président Pierre Nkurunziza. Toujours dans ce rapport, les enquêteurs indiquent que les principaux auteurs des crimes contre l'humanité sont des agents du service national de renseignement de la police qui relèvent directement du bureau du président Nkurunziza qui serait donc responsable de ces crimes. L'enquête au Burundi se penchant initialement sur une répression brutale contre les manifestants antigouvernementaux en 2015. Elle a également constaté que la suppression des libertés civiles s'est intensifiée à l'approche des élections. De telles accusations ont été rejetées par le gouvernement burundais qui qualifie ce rapport de politiquement motivé et mensonger. Pour terminer, cette nouvelle fusillade au Canada. La deuxième en 48 heures à Toronto en pleine campagne électorale pour les élections fédérales. Bilan, 1 mort et 1 blessé. Au même moment, l'invitation d'un extrémiste au débat électoral fait jaser. La correspondance de Momodou Aïchendiaï. Décidément, dans le Canada anglais, après la fusillade de Mississauga qui avait fait 1 mort et 5 blessés, voilà que la police de Toronto enquête en plus sur une nouvelle fusillade survenue mardi soir dans le nord de la ville, près de la rue Jane et du bloc York Gate. 2 victimes ont été localisées, 1 mort et 1 blessé selon les services du centre d'urgence et de traumatologie de Toronto. Voilà que l'événement de la campagne fédérale se voit secoué à l'instant par l'invitation au débat des chefs de Maxime Bernier par la commission, le comité de régulation des débats dirigé par le commissaire politique David Johnson. Très influent, Bernier est dans le parti conservateur dirigé par M. Scheer. Les autres candidats comme Jack Singh et d'autres n'ont pas caché leur déception de voir ce récalcitrant conservateur très favorable à la lutte contre l'immigration se retrouver au débat des différents candidats prévu le 7 octobre prochain. Une affaire à suivre dans un contexte de fusillades multipliées et des débats de chefs qui se préparent à l'horizon. Québec, Mamoudou Aïchendiaï pour Radio Futur Média. Et c'est tout pour cette page internationale, Souleymane. Anna Rocha, merci.
parole aux auditeurs. L'actualité, qu'en pensez-vous? Moi, je pense que vous devez. Réagissez dans nos éditions d'information sur l'actualité. Bonjour. Du lundi au vendredi, vous avez la parole sur RFM. Point de vue sur les mécanismes de financement public et particulièrement sur les problèmes de remboursement rencontrés par ces mécanismes, par exemple le FES et la DER. Nous en discuterons avec Habib Ndaou, secrétaire exécutif de l'Observatoire de la qualité des services financiers, et avec Abdoulaye Seck, économiste spécialiste en finance et gestion des risques. RFM Sport. Rebonjour Youssouf Bodian. Bonjour Suleiman. L'actualité des sports, c'est d'abord le football. Second tour des éliminatoires du CHAN 2020. Le Sili local attendu à Dakar demain jeudi. Le sélectionneur guinéen va d'abord publier ce soir sa liste de 23 joueurs. Il devrait y avoir donc majoritairement des joueurs du Orea AC, le club champion en titre en Guinée, selon notre confrère de 6 TV à Conakry. Pape Alassane Ndiaye, que je vous propose de suivre. Je peux te dire que l'équipe nationale du Sili local quitte Conakry demain pour rallier Dakar. Ils sont en ce moment même en regroupement dans un internat. Ils ont fait une préparation de plusieurs semaines. Donc en ce moment, ils ont une présélection et la liste définitive sera communiquée ce soir. Les meilleurs joueurs du championnat figureront sur cette liste, à n'en point douter, notamment les joueurs du Orea, qui est le club phare. Il y aura le gardien de but du Orea, Moussa Camara, qui a récemment joué les préliminaires de la Ligue des Champions avec le club champion de Guinée. Il y aura également d'autres joueurs du Orea, dont Morlaye Silla, meneur de jeu très technique, très talentueux. Également le latéral droit Aboumangé Camara. Quelques autres des autres clubs du championnat, dont Jean Mousté, milieu de terrain défensif du Afia. Voilà, donc c'est la liste définitive qui sera communiquée ce soir. Là, en ce moment, ils sont une trentaine de joueurs qui ont été présélectionnés, qui ont fait un regroupement. Depuis plusieurs semaines, ils ont disputé des matchs amicaux, notamment pour préparer cette rencontre contre le Sénégal. Pape Alassane Ndiaye, donc notre confrère de 6 TV à Conakry, qui nous informe que les Guinéens ont joué plusieurs matchs amicaux avec des clubs de Ligue 1, alors que le Sénégal a joué le week-end dernier contre la Côte d'Ivoire, victoire 3-0. En cela, nos Lions locaux ont affronté la Gambie. Le match est prévu samedi prochain au stade La Dior de Thiès. Ligue des champions européenne, suite et fin de la première journée. Parmi les matchs phares, des retrouvailles entre le Paris Saint-Germain de Idrissa Gana Gueye et le Real Madrid. Le match donc est prévu à 19h. Le club Bruges de Crépin Diatta Mbaye Diagne, entre autres, joue Galatasaray. C'est à 16h55. L'Atlético Madrid joue contre la Juventus de Turin de Cristiano Ronaldo. Olympiakos Tottenham à 16h55. Le défenseur international sénégalais Pape Abdou Cissé est dans l'effectif du club grec. Il s'est présenté hier en conférence de presse. Je vous propose de le suivre. Pour ma première année, je n'étais pas partant, mais cette saison, je suis titulaire en Ligue des Champions. Mais ainsi va le foot. Et l'entraîneur me fait confiance, donc c'est à moi de tout faire pour mériter cette confiance. Je suis très heureux et fier parce que je veux franchir un autre cap dans ma carrière. Dans ce genre de match, il y a de la pression, mais on va la positiver. Pape Abdou Cissé, l'ancien joueur de l'AS Pikine, qui va jouer donc avec l'Olympiakos à Tottenham, qui est vice-champion d'Europe. Notez que le Bayern Munich joue contre l'Étoile Rouge Belgrade. Il y a également ce match entre le Shakhtar Donetsk et Manchester City, le match PSG Real Madrid à suivre en direct sur la Radio Futur Média à 19h. La ministre des Sports de la France a démarré ce matin une visite à Dakar. Première étape, le centre de formation Dakar Sacré-Cœur. L'ambition, c'est d'accompagner le sport sénégalais en termes de développement d'infrastructures. A dit Roxana Marassine Anu, ministre des Sports de la France, que je vous propose de suivre. Je suis en visite ici à Dakar pour repérer les meilleures actions, les bonnes actions qui ont lieu en matière sportive dans cette ville en vue de l'organisation des JOJ à Dakar en 2022. Nous allons visiter beaucoup d'installations sportives, mais pas seulement des installations, mais aussi des acteurs qui œuvrent au quotidien pour le sport au Sénégal, pour le sport à Dakar, puisque nous sommes dans le même type de challenge en France avec l'organisation de Paris 2024.
2024 où nous réformons le système sportif français et nous sommes aussi à la recherche, au-delà de la performance sportive, de beaucoup de ce qu'on appelle la performance sociale du sport, qui n'a pas été de tout temps assez bien mis en avant. Donc le Sénégal est un pays aussi où des actions comme celle que je viens de visiter aujourd'hui et de connaître peuvent aussi d'une part inspirer l'écosystème sportif français et aussi permettre aussi de valoriser ce qui se fait de bien aussi ici à Dakar. Dans la délégation de la ministre des Sports de la France, Tony Estanguet, président du comité Paris 2024, le canoïste plusieurs fois champion olympique, signe à l'instant une convention de collaboration entre Paris 2024 et les JOJ Dakar 2022. Il s'agira entre autres de la rénovation de la piscine olympique mais aussi du stade de Iba Mar Diop avec un financement de l'AFD. Nous y reviendrons. Merci Youssouf Bodian. Avant de poursuivre cette édition en mots de météo, l'ANACIM qui annonce au cours de cet après-midi des activités pluvio-orageuses qui aborderont le pays par les régions nord-est. Cependant, au courant de la nuit, ces activités iront progressivement vers les localités sud et centre du territoire et intéresseront la zone centre-ouest, notamment Fatick, Kaolack, Nioro et Mbour. En fin d'échéance, le temps chaud persistera sur les régions nord où les pics de température tourneront autour de 39 degrés. Ailleurs, la chaleur sera moins marquée. Les visibilités seront généralement bonnes. RFM, la presse du jour. La presse de ce mercredi 18 septembre 2019 est lue et commentée par Pape Bess-Diba. Bonjour. À la une des journaux, le chavirement de la pirogue à l'îlot Serpent. Libération est formelle. Le bilan définitif est bien de 4 morts. Le journal cite ainsi le ministre de l'Intérieur Aly Ngouille Ndiaye. Mais ce chiffre est contesté selon les Échos. L'oncle de la petite Anna, morte dans l'accident, estime dans ce journal qu'il y aurait des victimes laissées en mer sans toutefois avancer de chiffres. Le quotidien Tribune semble concorder avec cette version puisqu'il annonce à sa une 6 morts, tous des Sénégalais. L'Observateur, qui s'en tient au bilan officiel de 4 morts, déroule le film des morts en pages 6 et 7. En somme, ce que nous en dit le confrère, c'est que les victimes sont projetées contre les rochers. C'est à cause de la pluie, affirme dans le journal un rescapé, membre de l'équipage. La pluie tombe sur le site et les vagues se déchaînent. La panique s'installe, amplifiée par les cris de détresse. Récit poignant de l'Obs qui révèle d'ailleurs que la maman de la fillette de 2 ans est internée en psychiatrie. Dans tous les cas, pour l'AS, les familles des victimes ont vécu une journée pénible. Ce drame était évitable, nous dit Enquête, qui relève les prévisions qu'avait faites la météo lundi. Attention, Dakar, des orages avec des rafales de vent entre 16h45 et 17h15 GMT en fin d'après-midi, rappelle ainsi Enquête. Enquête semble dire donc qu'on fait fi des prévisions météorologiques. Vox Pop pointe également cette fatalité sénégalaise avec Matar, un autre rescapé. Pour Matar, une pirogue de 20 personnes, on y met 40. Ils ont dit à Labarnan, nous arriverons à bon port. Que dire alors de l'attitude du ministre de l'Environnement? Source A informe en effet que quand la République se mobilisait autour des rescapés et familles des victimes, Abdou Karim Sall et son cabinet sont portés disparus. Peut-être l'enquête administrative et judiciaire qu'annonce le quotidien va situer la responsabilité de chacun, mais en attendant, c'est notre président Souleymane Sucré Salé qui a appelé les Sénégalais à respecter les normes de sécurité, surtout quand ils se rendent en mer par mauvais temps. Selon le biétiste, cela rappelle
l'appel de son prédécesseur il y a quelques années lors du plus grand naufrage de l'histoire maritime du monde. Lundi de malheur, après l'îlot Serpent, 4 pêcheurs de Joal sont également portés disparus, annonce le quotidien avec ce titre à la une, vague à l'âme au Sénégal. Le reste de l'actualité avec l'Observateur, selon qui Macky Sall est entre un souci de la cohabitation et le respect du calendrier républicain. D'après le journal du groupe Futur Média, c'est plus de 33 milliards qui sont en jeu. Cher Diallo, docteur en sciences politiques, estime à ce sujet qu'il n'y aura pas d'élection législative en 2022. Que personne ne me mêle à une discorde, parle ainsi Macky Sall à la une du Soleil à propos de la sortie de Ahmed Khalifa Niasse. L'As renchérit, Macky et Gounas recadrent Ahmed Khalifa Niasse. Les Échos, pour sa part, estiment que Medina Gounas a désavoué Ahmed Khalifa Niasse. Les propos du Khalif dans le journal El Hadji Malik, qui est non seulement mon maître, mais le maître de mon maître. Terminons avec cette exclusivité du journal Source A, la société française Eiffage, qui est adjudicataire de la réfection du pont Émile Badiane de Ziguinchor. Un fromage à 25 milliards selon mon confrère. Bonne lecture à toutes et à tous. À 12h30, bienvenue à Point de vue. Nous discutons aujourd'hui des mécanismes publics de financement de projets des citoyens, en particulier de la DER, du FAISE et d'autres mécanismes publics, mais plus particulièrement des problèmes de remboursement des crédits que rencontrent ces mécanismes. Et pour en parler, nous sommes en ligne avec nos deux experts, à commencer par M. Abdoulaye Seck, économiste, spécialiste en finance et gestion des risques. M. Seck, bonjour. Bonjour, M. Nous sommes également avec M. Habib Ndao, secrétaire exécutif de l'Observatoire de la qualité des services financiers. M. Ndao, bonjour. Bonjour, directeur. Alors, d'abord, Abdoulaye Seck, économiste, nous le savons, le risque de défaut est l'un des risques majeurs encourus par les institutions financières, les banques et autres. Mais dans le cas spécifique des mécanismes de financement public, et pour s'en convaincre, il faut voir la campagne que mène actuellement la DER pour demander aux bénéficiaires de rembourser les crédits. Le taux de remboursement est anormalement bas. Comment expliquez-vous cela? Bonjour, d'abord je vous remercie de m'avoir invité à cette discussion, mais également je salue vos auditeurs. Et je voudrais commencer par dire qu'il y a deux aspects. C'est en fait la faiblesse de remboursement au niveau des structures de financement public. C'est dû à deux aspects. Il y a d'abord ce qu'on appelle les aspects techniques. Sur les aspects techniques, nous pouvons citer par exemple le faible niveau d'organisation des structures bénéficiaires et la faiblesse également de leur capacité financière. C'est-à-dire les bénéficiaires ont souvent un niveau d'organisation très faible. C'est des GIE qui tournent autour d'une seule personne ou de deux personnes. Donc il n'y a pas une organisation, une structuration qui permette de voir la traçabilité, la fluidité des ressources qui entrent dans l'institution et qui doivent être pérennisées, organisées de sorte à pouvoir faciliter les rendements. Il y a également un second aspect qui est lié à l'absence d'une véritable diversification des secteurs d'activité. Souvent, c'est des GIE qui sont tous dans l'agriculture, dans l'aviculture, dans les ventes de châssis d'eau. Donc, souvent, les structures se marchent les pieds, se concurrencent elles-mêmes. Ce qui a créé, on peut se donner l'exemple des télécentres. Quand ça existait au départ, ça marchait beaucoup. Mais si tout le monde s'y met déjà, maintenant, ses propres activités créent sa propre mort. Il y a également le faible niveau de maillage national de ces structures. Vous avez la DER qui n'a pas de représentation au niveau le plus bas pour accompagner, encadrer, pour faire le suivi nécessaire, le suivi évaluation. Si on attend la fin maintenant, si on attend la fin du processus pour aller faire le recouvrement, s'il y a des manquements qui ont été notés depuis le début, il s'avère extrêmement difficile de pouvoir les corriger. Donc, si vous voyez, les banques ont souvent des représentations au niveau beaucoup plus local pour encadrer, suivre et faire le suivi évaluation, suivre le projet en même temps avec les bénéficiaires et également avec les structures bénéficiaires. Le troisième élément, c'est un autre élément qui n'est pas un élément technique, mais qui est un élément, l'effet de masse. C'est-à-dire qu'en fait, dans le financement avec effet de masse, si ça émane souvent des pouvoirs publics,
avec un niveau de compréhension que nous avons du service public au niveau du Sénégal, vous voyez que déjà il y a un biais. Le biais, c'est la présence souvent tout autour de l'aspect des politiques. Souvent, les gens assimilent les financements publics à des retombées politiques ou en tout cas à une quelconque reconnaissance politique. Ce qui est extrêmement difficile d'enlever ça dans la tête de ces bénéficiaires-là. Parce qu'ils se disent, oui, moi je suis militant de X et militant de Y, donc c'est le service public, n'y est pas beaucoup. Donc je ne rembourse pas. Nous comprenons qu'il y a plusieurs raisons d'ordre technique et non technique. Alors, Habib Ndaou, vous êtes le secrétaire exécutif de l'Observatoire de la qualité des services financiers. Les institutions financières ont des obligations vis-à-vis des clients, notamment en termes de qualité, mais les clients ont également une obligation de remboursement des crédits qu'ils contractent auprès de ces institutions, en particulier quand il s'agit de financement public. Comment justifiez-vous, comment analysez-vous le faible taux de remboursement des financements reçus de ces institutions? Je peux citer l'ancien FNPJ, l'actuel ANPEJ, la DER, le FAISE. Le problème se pose beaucoup moins pour des mécanismes tels que le FONGIP, le FONSIS, parce que ces mécanismes financent des PME, des structures plus ou moins organisées. Mais le grand public, les gens ne remboursent pas. Si vous le permettez, je commencerai par rétablir la DER. La DER n'a pas fait des financements politiques. Si on remonte à l'opération Maîtrisard avec la Sonaga dans les années 80, on voit que c'est des fonds qui arrivent pour impulser l'entrepreneuriat et susciter l'engouement de créer l'auto-emploi pour résorber une partie du chômage. La DER, c'est 360 et quelques mille demandes. Ils ont 83 000 bénéficiaires. Mais toujours est-il que dans la perception des Sénégalais, c'est que l'argent public, c'est un reste nullis, c'est-à-dire que c'est des choses sans maître. Ce qui fait que la volonté de rembourser n'existe pas, est fragilisée par la perception qu'ont les Sénégalais sur l'utilisation de ces fonds. Et l'autre problème, c'est au niveau en amont, d'ailleurs nous, au niveau de l'Observatoire de la qualité des services financiers, on a proposé à tous ces fonds, PSE Jeunes, DER, etc., des 3 FPT, une éducation financière en amont pour mieux outiller les entrepreneurs et porteurs de projets. Parce que si on ne le fait pas, ce qui va se passer, c'est que des gens qui n'étaient pas habitués à la gestion orthodoxe comptable financière d'un projet finissent par aller en faillite. Donc, pour éviter évidemment le risque de non-remboursement des fonds, il faut, en plus de la formation en amont en éducation financière, renforcer le cadre de partenariat entre les programmes publics, les banques, les SFD, pour assurer un mécanisme de recouvrement plus efficace. Concrètement, qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que, par exemple, pour la DER, il y a eu des petits montants qui sont alloués directement, c'est les financements directs, autour de 5%. Des financements directs et rapides, mais le gros du lot est domicilié dans les institutions financières, c'est-à-dire comme le Crédit Mutuel, les banques, etc., qui ont un dispositif de recouvrement plus efficace et même plus, mieux adapté à ce type de financement. Donc, pour éviter cela, des fonds de l'État ne doivent plus être directement octroyés sans passer par un partenariat avec les institutions financières. Ça va éviter ce qui s'est passé avec le Fonds national de promotion de la jeunesse, ce qui s'est passé avec la PDA, l'agence aussi d'insertion, l'ANIDA, vous vous souvenez? Oui, toutes ces institutions qui accordaient des crédits directement aux citoyens et qui n'ont pas les mécanismes de recouvrement appropriés. Adéquats. Cependant, nous sommes en train de réfléchir, avec mes experts, nous sommes en train de réfléchir pour une extension de la méthode de recouvrement comme si c'était un détournement de deniers publics. Parce que vous savez, la SNR a une spécificité, la SNR peut recouvrer... La Société nationale de recouvrement. Qui à la suite, dans les années 80, quand il y a eu la faillite des banques, ils ont eu des prérogatives leur permettant de recouvrer avec un aspect pénal. Pourquoi pénal? Parce que l'argent public, les fonds publics qui sont prêtés en cas de non-remboursement, on dit détournement de deniers publics. Et ça c'est une méthode... Ça relève de la justice finalement.
Voilà, c'est une méthode de recouvrement. Mais pour éviter d'en arriver à la justice, c'est en amont que les programmes d'éducation financière, et on est en train de s'appeler, nous avons pris l'initiative, nous n'avons pas attendu tous les fonds de l'État. Et on a eu plusieurs rencontres avec l'ADER, avec des stratégies bien précises de formation de tous les potentiels bénéficiaires et les bénéficiaires existants en éducation financière. Comment gérer le peu de trésorerie qu'une très petite entreprise dispose, et ça nous permet d'éviter justement des classes en aval. Très bien. Alors, mais il faut savoir que le système bancaire dans son ensemble a distribué près de 4 000 milliards de crédits. Tout à fait. 680 milliards sont en souffrance. Donc, ce n'est pas un problème lié à ce qu'on a donné à des militants. Non, pas du tout. Le financement d'air, il n'y a pas dans les pièces à fournir, en plus du business plan, il n'y a pas de carte de membre de parti. Nous avons bien compris que vous insistez sur le fait que ces fonds ne sont pas politiques. En tout état de cause, ce n'est pas forcément l'objet de notre débat. Abdoulaye Cissé, j'aimerais vous interpeller sur une question qui a été évoquée par certains de ces mécanismes de financement public. Quand vous regardez la cartographie du remboursement, vous voyez par exemple que les meilleurs taux sont dans les régions de Ziguinchor, de Sédhiou, etc. Et dans les autres régions, les taux sont assez faibles. Oui. Et au FES, on se rend compte que les femmes remboursent plus et mieux que les hommes. Le rapport est de 60% à peu près pour les femmes et un peu plus de 30% seulement pour les hommes. Comment vous expliquez ces disparités ? Oui, mais c'est Abdoulaye Seck, quand je précise un peu. Abdoulaye Seck, pardon. Voilà. Ensuite, pour un peu tranquilliser mon ami M. Habib Ndaw, je ne parle pas de financement public. J'ai dit l'effet de masse, souvent considère, c'est dans la conception, c'est une perception. Les services publics. Voilà, c'est une perception de ce qu'on a des services publics. Je n'ai pas dit que la DER ou d'autres choses font des financements. On a bien compris, effectivement. Voilà, très bien, très bien. Maintenant, par rapport à la disparité régionale, vous voyez, ça rejoint un peu ce que je disais en termes d'absence de secteur d'activité. Si vous allez à Ziguinchor, si vous allez dans la région de Sédhiou, dans la Casamance naturelle, les gens ont beaucoup plus de possibilités d'investissement dans l'anacarde, dans la mangrove, dans autre chose, dans les mangues, ainsi de suite, le commerce de trucs, que dans les zones au niveau par exemple, du bassin arachidier, au niveau de Thiès, par exemple, où les gens font la même chose, où il y a vraiment une petite palette d'activités qui sont souvent faites par plusieurs services, qui sont souvent faites par, en tout cas, plusieurs organisations. Maintenant, pour la disparité homme-femme, il est très simple, que vous voyez souvent, il y a même, si vous êtes un peu dans le secteur de la microfinance, vous voyez, il y a des mutuelles qui ont été mises en place par des femmes. Les femmes ont cette habitude, ont cette culture de s'organiser au niveau le plus bas de l'échelle pour faire des cotisations mensuelles, semestrielles, jusqu'à mettre en place une structure, une mutuelle, un GIE qui a, par exemple, on peut citer beaucoup de mutuelles au Sénégal qui ont été créées à la base par une organisation faîtière de femmes au niveau d'un quartier, au niveau d'un coin. Donc, ces femmes ont plus la culture de l'épargne, ont plus la culture du remboursement que les hommes, qui sont souvent quand même avec des GIE ou qui tournent autour d'une seule personne. Là, ça se remarque beaucoup plus chez les hommes que chez les femmes, ce qui fait que vous pourrez avoir 60 à 70% de remboursement au niveau des femmes et 30% au niveau des hommes. Moi, je pense que pour pallier à tout cela, il va falloir, dans l'octroi des financements, insister sur la nécessité de présentation d'états financiers des structures bénéficiaires. Il faudrait qu'on apprenne à ces structures-là de se conformer, de s'organiser, de sorte à pouvoir permettre une traçabilité des fonds qui entrent à travers les états financiers qui sont certifiés, à travers le quitus fiscal, pour montrer, parce que ces éléments-là obligent la structure à se formaliser. Donc, et plus on est formel, plus on a la possibilité maintenant de rembourser. Très bien. Je pense qu'il va falloir insister sur ce cas. Parce que si vous avez cité le cas du FONGIP et des autres qui n'ont pas ces mêmes problèmes, oui, parce que là, c'est avec des structures formelles, avec des structures déjà organisées, que ces structures-là, que en fait, ces fonds-là travaillent. Le FNPJ également est dans le même cas d'idée. Le FNPJ n'avait pas la possibilité de prêter directement aux structures. Le FNPJ transitait également par les mutuelles pour financer les hommes. Exact. Merci beaucoup à vous, Abdoulaye Seck, d'avoir pris part à ce point de vue. Dernière question à Habib Ndaw. Vous avez esquissé un certain nombre de pistes de solutions, notamment la judiciarisation, l'inclusion financière. Vous avez commencé par l'éducation financière, pardon.
la sensibilisation, etc. Quels sont les autres moyens qu'on peut utiliser pour s'assurer que la majorité des fonds quand même injectés dans l'économie, quel que soit le mode opérationnel, soient remboursés avec les intérêts de préférence? Alors, il faut tout de suite sensibiliser sur les populations que le non-remboursement va bloquer le système de cycle de refinancement. Pour perpétuer le cycle de financement, je vous donne un exemple. La DER, c'est 30 milliards. Mais c'est 30 milliards revolving. C'est-à-dire que s'il y a un remboursement à hauteur de 20 milliards, les 20 milliards sont réinjectés. Ce n'est pas 30 milliards prêtés et puis voilà, basta. Non. Ça, c'est un. Les fonds doivent être logés, les fonds de l'État. Les fonds publics doivent être logés dans des institutions financières et la communication à la structure de l'État en charge de la promotion d'un segment de l'économie. Je donne un exemple. La DER, c'est de la communication pour dire que nous faisons de l'entrepreneuriat rapide, mais en cas de besoin, vous allez aux différentes institutions financières, microfinances, mutuelles, etc., pour emprunter selon des conditions plus douces, négocier naturellement en amont avec la DER, c'est ce qui se passe d'ailleurs, mais éviter des financements directs. Parce que déjà, c'est parce que les financements directs, si vous voyez que la Banque centrale exige que les financements, que le crédit soit l'apanage des banques, c'est pour éviter justement ces problèmes de non-remboursement. Mais étant donné que c'est un État qui met en place des fonds, la Banque centrale laisse faire pour stimuler naturellement l'injection de d'argent frais sur le marché. Mais il faut juste séparer les deux missions. Les missions d'air, ANPJ, etc., comme c'était le cas à Sonaga, ces fonds doivent naturellement communiquer, mais ne pas gérer les fonds directement. Ça, c'est un. Je parlais de l'éducation financière, mais aussi il faut renforcer le dispositif de suivi et de l'utilisation des prêts octroyés par les fonds. Parce qu'il n'y a pas un dispositif de suivi efficace. La DER est en train de s'y atteler, c'est-à-dire que vous donnez de l'argent à quelqu'un, mais vous ne le laissez pas. Si on se rappelle les faillites retentissantes de la BNDES, etc., c'est parce qu'on avait prêté pour des projets bien précis, mais il y a eu détournement d'objectifs. C'est-à-dire l'argent est allé ailleurs. Ce qui fait que des risques de non-remboursement deviennent tout à fait évidents. Voilà. Donc, ce qu'il y a concrètement, éducation financière, renforcer le cadre de partenariat entre ces fonds et les institutions financières existantes, parce qu'ils ont un dispositif, et puis avoir une bonne connaissance des besoins des porteurs de projets. Très bien, et les suivre.